Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la confusion des sentiments. Il s'agit d'une nouvelle de l'écrivain Stefan Zweig parue en 1927. Pour son 60e anniversaire, les élèves et le corps enseignant offrent à Roland, qui est un vieux professeur, un livre où sont reportés tous ses travaux. Il y a tous ses articles, mais il manque l'essentiel, c'est-à-dire l'homme qui lui a donné son impulsion nécessaire à la construction de sa vie. Roland se rappelle son passé. Enfant, il rejetait les humanités parce qu'il rejetait la culture dont était bercée sa famille. Il est envoyé à la fac d'anglais. Quand il se rend à l'amphithéâtre, il est dégoûté de la monotonie qui y règne de la part des professeurs, mais aussi de la part des élèves. Il sèche les cours, sort et entretient des liaisons avec des femmes. Un jour, son père vient chez lui à l'improviste alors qu'il est avec une fille. Voyant ses cahiers vides, son père lui conseille d'aller rejoindre une petite université en cours d'année. Il y va et arrive lors d'un cours de philologie où le professeur est passionné par le cours qu'il donne, où les élèves sont subjugués et où lui-même est subjugué. Le professeur lui propose une chambre à louer dans le même immeuble que le sien, et Roland accepte. Le lendemain, il a encore cours avec ce professeur, mais au lieu d'avoir un professeur enjoué comme la veille, il le retrouve vieilli et plus apathique. L'après-midi, ce professeur est de nouveau enthousiaste. Le professeur l'invite chez lui. Roland y va et il fait la rencontre de la femme de son professeur. Il y retourne plusieurs fois. Roland va nager dans un lac et il y rencontre une femme qu'il se met à draguer. Il la raccompagne chez elle et il remarque que c'est la femme de son professeur. Il sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans le couple, même s'il ne sait pas dire quoi. Le professeur paraît quelquefois chaleureux, mais il est aussi parfois cassant avec lui. Raoul ne comprend pas pourquoi et ça le fait souffrir. Il souffre aussi des départs de son professeur qui quelquefois part sans prévenir personne. Roland propose au professeur d'achever un livre qu'il a commencé mais qu'il n'a jamais fini et qui s'appelle L'histoire du théâtre du globe. Le prof lui dicterait et Roland écrirait. Ils commencent tous deux avec entrain. Plus Roland se rapproche de son professeur, plus les autres élèves et les autres professeurs deviennent loin de lui, et Roland ne comprend pas pourquoi. Roland abîme sa santé car il est trop zélé déjà quant à l'ouvrage qu'il écrit, mais aussi quant à la culture qu'il acquiert pour faire plaisir à son professeur. Son professeur alterne le chaud et le froid avec lui, si bien que quand il est désespéré, Roland se met à espérer, et vice-versa. À chaque fois que Roland pose une question à la femme, soit elle se ferme, soit elle devient agressive. Quand ils terminent la première partie de l'ouvrage, ils veulent fêter ça. Roland va chercher un tire-bouchon, mais en ouvrant la porte, il s'aperçoit que la femme les espionnait. L'enthousiasme de Roland en prend un coup. Il met fin à l'entretien qu'il avait avec son professeur, car il ne supporte pas l'idée que la femme épie chacune de leurs paroles. La nuit, le professeur vient le voir dans sa chambre. Roland le croit malade ou fou, car il semble agressif avec lui. Le professeur repart peu de temps après. Le lendemain, Roland apprend que le professeur est parti à une de ses expéditions. À bout de nerfs, il se met à pleurer devant la femme. Pour se venger, il va dans un lieu malfamé, y boit et y fréquente des prostituées. Il est en colère, il veut montrer déjà aux autres qu'il s'en fout de son professeur et à son professeur qu'il s'en fout de lui. Roland accepte une invitation de la femme pour se joindre à un lac avec deux de ses amis. Il y a un incident, Roland et la femme se chamaillent et le maillot de bain de la femme se déchire. En rentrant chez eux, Roland et la femme remarquent que le professeur n'est pas encore revenu. Raoul couche avec la femme. Au lit, elle lui confie que son mari ne la touche plus depuis longtemps.
Honteux de lui-même, Roland se prépare à partir. Son professeur vient le voir et il lui donne un rendez-vous le soir chez lui. Le professeur lui confie qu'il l'aime et il lui parle de son passé. Il sait qu'il est homosexuel depuis longtemps. À l'école, les garçons devinaient ses penchants et se moquaient de lui. Une fois étudiant, il a pu assouvir ses pulsions, mais il est obligé d'avoir recours à des prostituées hommes dans des quartiers malfamés. Ces hommes le dégoûtent. C'est toujours pour lui des moments d'angoisse, car ces hommes veulent quelquefois le voler ou lui font du chantage. À chaque fois, il y a cette idée de péril et le besoin de se cacher. Il a des sentiments raffinés, alors que les prostituées sont grossiers. Le prof se marie ensuite en pensant se sauver lui-même, mais il se trompe. Une fois professeur, il se sent attiré par certains de ses élèves. Quand il sent qu'il va craquer, il fait ses escapades. Il est ensuite tombé amoureux de Roland. Pour ne pas céder à la tentation, il mettait souvent un froid dans la relation avec son élève. Cependant, puisqu'il en était amoureux, il devenait parfois chaleureux avec lui, ce qui explique son caractère ambivalent. Le professeur l'embrasse avant de lui dire de partir. Raoul, une fois âgé, nous confie que c'est ce professeur qu'il a aimé le plus dans sa vie, bien plus que sa femme, que ses enfants et que ses parents. La nouvelle débute par le discours de Roland devenu vieux. Le milieu du récit contient une année de sa vie qui s'est déroulée lors de ses 19 ans. La fin de la nouvelle contient la conclusion de Roland devenu vieux. Roland a 60 ans puisqu'il dit avoir commencé son professorat à 30 ans et qu'il a passé 30 ans à enseigner. Cela signifie que 41 ans plus tard, il se souvient de tous les éléments et il nous indique que même si on a tous les éléments de la vie d'une personne entre les mains, on ne sait pas quel est son noyau, on ne sait pas ce qui a poussé cet individu à évoluer de cette façon. Il n'y a que 3 personnages principaux. Il y a d'abord Roland, un professeur que Roland appelle toujours il, qu'il ne nomme jamais, et une femme dont on ne sait ni le nom ni le prénom. La passion de Roland pour son professeur se décèle tout de suite. Elle se voit dans la subjugation de Roland lorsqu'il assiste à son premier cours et aussi dans le fait qu'il accepte d'habiter le même immeuble, même si la chambre ne lui convient pas. Le sentiment de Roland envers son professeur est fort, car déjà il dure toute la vie. Ce sentiment a poussé Roland à faire le même métier que son professeur. Ce sentiment a poussé Roland aussi à changer de caractère. Il est passé d'une vie de plaisir à une vie d'études. La confusion des sentiments se passe à 2 niveaux. Tout d'abord, Roland ne s'aperçoit pas que son professeur est homosexuel. Et également, la confusion est au niveau du mélange d'amour et de fascination de Roland envers son professeur. Au début du roman, Roland est contre son père. Au cours du roman, on n'entend plus parler de son père. C'est le professeur qui prend la place de son père. Le professeur possède différents statuts pour Roland, car il est un professeur, mais aussi un père, un amant, un ami et un modèle. Bref, il devient tout son univers. Roland est dans une relation de soumission car il travaille gratuitement et il s'attend à un remerciement ou à un geste chaleureux. Il naît une relation de dépendance. Roland ne vit que pour lui, il n'attend que les rendez-vous, il en est malade quand le professeur s'absente, il souffre de cette relation mais il ne peut pas s'en dégager. Le roman possède certaines ambiguïtés. Tout d'abord, il y a l'admiration qu'a Roland pour son professeur versus le fait qu'il pense qu'il ne peut pas avoir des rapports avec lui comme entre une femme et un homme. Deuxièmement, il y a l'ambiguïté vis-à-vis de la relation en triangle entre les 3 personnages. Déjà, il y a la relation entre la femme et Roland. La femme comprend la cause du rejet de Roland et son professeur, mais elle ne lui dit pas directement. Il y a aussi la relation entre la femme et son mari. La femme est rejetée de son mari car il est homosexuel. La femme du professeur reporte sur Roland l'affection
qu'elle ne peut pas donner à son époux. Elle exprime aussi la jalousie de la liaison que Roland a et qu'elle n'a pas. Ensuite, il y a la relation dominant-nominé entre Roland et le professeur. L'un est en recherche d'attention, l'autre la lui donne quand il le veut. Dans le triangle des relations décrites, personne n'est heureux. La femme est mariée, mais elle n'a pas de rapport avec son mari. La femme est avec un intellectuel alors qu'elle aime mieux pratiquer un sport et qu'elle ne partage pas les passions de son mari. Roland est un intellectuel comme le professeur et il a parfois du mal à suivre la femme, par exemple quand elle marche ou quand elle nage. Le mari essaie de tromper sa femme jusqu'à dans son appartement et en plus pendant le temps où elle est là. Roland est déchiré entre les deux personnages. D'un côté, nous avons la femme qui n'arrête pas de le toucher, de le réconforter. Roland ne fait que coucher avec elle dans le but d'avoir des informations sur son professeur. De l'autre côté, nous avons le professeur. Roland est fasciné par le savoir du professeur et surtout par sa manière d'enseigner. Ainsi, quand il est moins efficace, Roland en est mécontent. Il est amoureux de l'intellectualisme de son professeur, mais pas de son corps, ni même de l'individu en lui-même. Par exemple, c'est montré quand il tombe en pamoison dès le premier cours. Roland est à la merci du professeur. Roland l'aime de manière constante. Par contre, les manifestations d'affection du professeur sont irrégulières. Roland n'est content que lorsque le professeur lui donne des preuves de son affection. Sinon, il se met dans des états pas possibles. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, sinon pourquoi le professeur s'absenterait-il sans donner de nouvelles à personne? Pourquoi est-ce que Roland souffre? Normalement, dans une relation amoureuse, personne ne doit apporter de la souffrance à une autre personne. Pourquoi le professeur ne donne-t-il pas des sentiments constants? Lorsque Roland est en colère, pourquoi se fait-il du mal à lui-même en se saoulant et en allant voir des prostituées plutôt que de s'en prendre à celui qui le met en colère? On voit bien les dégâts sur Roland de sa passion. Il passe à côté de sa vie. Il aurait pu devenir autre chose. À cause de son expérience, il passe peut-être à côté de sa vie. Là, Roland se contente de reproduire la vie de son modèle. Il ne s'agit pas de sa propre vie. Roland ne fait que le métier de quelqu'un d'autre. Les dégâts sont aussi vis-à-vis de sa passion. Roland se néglige, il ne pense plus qu'à faire plaisir à son professeur, il ne fait que travailler. Roland est obsédé par son souvenir, il place cet amour au-dessus de l'amour qu'il a pu avoir pour sa femme et pour ses enfants. Dans le roman, Roland est traité comme un enfant. Il habite juste au-dessus de ce couple, il mange avec eux, il passe sa soirée avec eux, il paraît être plus souvent dans leur appartement plutôt que dans le sien. Les seuls liens qu'il a semblent être qu'avec eux. Le professeur et la femme sont plus vieux que lui. On ne sait pas l'âge du professeur. La femme a 16 ans d'écart avec Roland et le prof est plus vieux que sa femme. Donc le prof a plus de 16 ans d'écart avec Roland. Le couple pourrait être ses parents. Roland ne sait pas se modérer, il est toujours dans les excès. D'un côté, il n'aime personne, ni son père, ni ses conquêtes faciles. De l'autre, il dédie sa vie à un homme qu'il adorera toute sa vie. D'un côté, il ne va pas en cours, et de l'autre, il se rend malade de travail. Le professeur est double. Déjà, dans la sexualité qu'il affiche, il peut passer pour un hétérosexuel puisqu'il est marié. Il cache sa vraie sexualité à tout le monde, mais tout le monde la devine. Il y a sa vie à l'université où il affiche une image qui n'est pas la sienne, et il y a sa vie dans une autre ville ou dans des quartiers reculés où il va chercher ses amants. La femme en veut à son mari de lui avoir menti. Elle était amoureuse et il ne lui a dit la vérité qu'après le mariage. Elle ne supporte pas de voir Roland dans l'appartement car elle sait qu'il va se passer quelque chose. Elle en est même persuadée parce qu'elle est soulagée quand Roland lui demande pourquoi le professeur est si en colère contre lui. Elle n'est pas amoureuse de Roland, mais cependant,
Elle a une relation avec lui pour se venger déjà du désintéressement de son mari, de l'attrait qu'a son mari pour Roland et de l'attrait de Roland pour son professeur. Roland est bizarre car il donne son corps à la femme alors qu'il ne l'aime pas. Par contre, il est amoureux du professeur, mais là, il ne lui donne que son esprit et non son corps. Roland est capable de donner son corps que à des personnes qu'il n'aime pas, comme la femme de son professeur, les prostituées et les filles faciles. Dans ce roman, on se rend compte des difficultés à être homosexuel à cette époque, car cette relation est décrite comme hors la loi. Ainsi, quand un policier voit le professeur dans un lieu malfamé, il le laisse partir, mais le professeur est inscrit dans un fichier. Il y a aussi cette difficulté car la morale et le regard de la société sont mauvais pour eux. On se moque d'eux et on les tient à distance. Le professeur subit une exclusion de la part de ses collègues et aussi de la part de ses élèves. C'est également difficile car la relation est profitable pour les prostituées qui ont tout pouvoir sur cette relation. Ils en profitent la plupart du temps à travers le chantage ou par le pouvoir de révéler aux autres la vraie identité de la personne. Roland n'est plus lui-même. Il reprend les goûts de son maître. Il aime ce que son maître aime. Il n'a plus de personnalité puisqu'il prend celle d'un autre. Par exemple, après sa première rencontre, il ira lire en vitesse un Shakespeare. En écrivant les pensées de son professeur pour son livre, c'est comme s'il essayait de savoir quelles sont les pensées de son professeur, mais aussi comme s'il essayait de s'en accaparer. On peut voir la relation comme une relation soumise à l'effet Pygmalion, car elle produit déjà une amélioration chez une personne. C'est le cas de Roland. Il avait en aversion les études, déjà en opposition à son père, mais aussi parce qu'il détestait ce qui se passait dans les cours. Le professeur a conduit à une amélioration dans le milieu des lettres chez Roland. Mais par contre, l'effet Pygmalion ne fonctionne pas dans le sens où il n'y a pas de réalisation d'une croyance. Le professeur n'a jamais poussé Roland à être bon en lettres. Il ne l'a pas non plus poussé à écrire son livre. C'est Roland qui le lui a demandé pour l'amour de lui. C'est Roland qui prend les livres et accumule le savoir jusqu'à se rendre malade. Le professeur ne l'a jamais poussé à devenir lui-même un professeur. On pourrait croire que la relation est plutôt inversée, c'est-à-dire que c'est Roland qui est le Pygmalion du professeur, car le professeur dicte un livre alors qu'il s'en croyait incapable. Ainsi, Roland produit une amélioration de la personne. Il y a aussi la réalisation d'une croyance. Roland pense que le professeur peut faire son livre, alors le professeur est réellement capable de le faire, alors qu'il se sentait vieux, que le projet était un projet non abouti auparavant. On le voyait désespéré et sans envie. Roland a des attentes concernant le professeur et le professeur agit de manière à se conformer à cette attente. Jamais plus je ne l'ai revu. Jamais je n'ai reçu de lui ni lettre ni nouvelle. Son livre n'a jamais paru. Son nom est oublié. Nul ne se souvient de lui en dehors de moi. Mais aujourd'hui encore, comme le garçon incertain d'alors, je sens que je ne dois davantage à personne, ni à père et mère avant lui, ni à femme et enfants après lui. Je n'ai jamais aimé personne plus que lui. Cependant, après avoir feuilleté ces 200 pages appliquées et regardé attentivement cette sorte de miroir intellectuel de moi-même, il m'a fallu sourire. Était-ce vraiment là ma vie? Se développait-elle réellement en des spirales marquant une si heureuse progression depuis la première heure jusqu'à maintenant, ainsi que documents imprimés à l'appui, le biographe la dessinait. J'éprouvais exactement la même impression que lorsque pour la première fois j'avais entendu ma propre voix parler dans un gramophone. D'abord, je ne la reconnus pas du tout, sans doute c'était bien ma voix, mais ce n'était que celle qu'entendent les autres, et non pas celle que je perçois moi-même, comme à travers mon sang, et dans l'habitacle intérieur de mon être. Et ainsi, moi qui ai employé toute une vie à décrire les hommes d'après leur œuvre, et à objectiver la structure intellectuelle de leur univers, je constatais, précisément sur mon propre exemple,
Combien reste impénétrable dans chaque destinée le noyau véritable de l'être, la cellule mouvante d'où jaillit toute croissance. Nous vivons des myriades de secondes, et pourtant il n'y en a jamais qu'une, une seule, qui met en ébullition tout notre monde intérieur, la seconde où, Stendhal l'a décrite, la fleur interne, déjà abreuvée de tous les sucres, réalise comme un éclair sa cristallisation, seconde magique, semblable à celle de la procréation, et comme elle, cachée bien au chaud, au plus profond du corps, invisible, intangible, imperceptible. Mystère qui n'est vécu qu'une seule fois. Aucune algèbre de l'esprit ne peut la calculer, aucune alchimie du pressentiment ne peut la deviner, et l'instinct que l'on a de soi la saisit rarement.